Alors, mes deux confrères sont désormais sur le plateau pour former le trio pour cette première rubrique, analyse et commentaires. Je vais commencer par le plus ancien, à ma gauche. C'est Oumar Adianjou. Bonjour Oumar Adianjou. Bonjour Mori Agua, bonjour Hector Zogo, bonjour chers téléspectateurs et auditeurs également de Diaspora FM. Merci infiniment de nous rester fidèles. En tout cas, le retour que nous avons, c'est que vous êtes chaque jour un peu plus nombreux à nous suivre à travers tout le Bénin et même le monde entier. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci, merci, merci. 1000 fois merci pour votre fidélité. Merci pour ce mot de remerciement à l'endroit des téléspectateurs et des auditeurs. Et d'ailleurs, il faut rappeler que hier, nous avons toute une équipe qui était, je crois, à Dango, dans plusieurs localités. Oui, dans plusieurs localités. Je crois Marcel va nous en dire plus tout à l'heure afin qu'on salue tous ceux-là qui se sont mobilisés hier dans la vallée pour accueillir l'équipe conduite par Marcel Yedo, Carole Olaye, la rédactrice en chef adjointe, puis Kourenoupo Martin, oui. Tout cela, merci pour tout ce que vous avez apporté hier, c'est le moment de vous remercier. Voilà, on va y revenir. Il n'y a pas de souci. Alors, le plus jeune du plateau, bonjour Hector Zogo. Bonjour mon très cher Maury, bonjour Oumar. Bonjour. C'est quoi, vous êtes ému? Oui, je suis très heureux de vous retrouver une fois encore sur le plateau. Le retour après la trêve. C'est ça. J'étais au mercato, j'ai fait le mercato. Après un temps bon de repos mérité, oui. Vous retrouver sur ce plateau, c'est un véritable plaisir. On salue également les différents téléspectateurs, nos amis de la Diaspora FM et tous ceux-là qui sont en ligne en train de nous suivre présentement. Oumar me dit que je suis bien frais. Oui, c'est ça, c'est la preuve qu'il faut se reposer. Vous êtes reposé. C'est la preuve qu'il faut se reposer. Oui, c'est important. Et puis voilà, il faut saluer l'administration, toute l'équipe, tous les promoteurs qui pensent quand même que voilà, il faut se reposer pour revenir un peu plus fort, un peu plus requinqué. Alors, cela dit, nous allons faire le débat. Le premier thème sera donc élection de 2026 au Bénin. Le duo Wadagne-Talata investi en octobre prochain. Presque tous les quotidiens en ont parlé. Oumar Adianjou, Hector Zogo, le duo Wadagne-Talata investi en octobre. Est-ce que ça a été une surprise pour vous, Hector Zogo, Oumar Adianjou, que d'apprendre que c'est bien sûr Talata qui devient donc le duo, qui devient donc la colistière, j'allais dire, de Wadagne. Qu'est-ce qui se joue, Oumar Adianjou? Bon, je ne veux pas dire que c'est prévisible, mais connaissant un peu comment cette majorité-là marche, ça dit que là-bas, il y a beaucoup de disciplines. On n'entendait pratiquement rien, mais on se doutait, on se dit, il se peut qu'ils reconduisent Talata. Puisqu'il y a certains même qui l'ont dit ouvertement, qui ont dit non, c'est plutôt Madame Talata, nous on veut. Il y a certains qui l'exprimaient, comme un Bertin Korovi par exemple, qui le disait très souvent, nous on veut Madame Talata, nous on veut Madame Talata. Alors qu'on savait que Madame Talata est plutôt de UPR. Et elle ne l'a jamais caché, tout le monde sait qu'elle est de l'UP. Mais le BR, quelle aurait été leur réaction? Donc on se demandait, est-ce qu'ils vont l'accepter? Est-ce qu'ils ne vont pas vouloir peut-être changer un peu les choses? Mais finalement, on constate que bon, c'est peut-être le président Talon qui offre à Madame Talata un second mandat, puisque lui en a fait 2. Elle aussi, elle en a fait 1. Donc vous voulez dire que c'est du gâteau qu'on distribue? Non, c'est pas. Mori Agua est de retour. Le pouvoir est un gâteau qu'on distribue. Et puis... Non, c'est pas du gâteau, c'est pas du gâteau. Mais quand quelqu'un a la possibilité de continuer à faire le travail, alors que le président, par exemple, après 2 mandats, nous, notre constitution est bien claire, nul n'a le droit de faire 2 mandats au cours de sa vie au Bénin. Ça, on le sait. 2 mandats consécutifs au Bénin, c'est fini. Ça, nous, on le sait. Mais Madame Talata, elle n'en a fait que 1. Peut-être qu'il était dans cette dynamique-là. Elle fait bien le boulot, peut-être. Il constate que donc il peut vendre ça à ses partisans, à ses collaborateurs les plus proches, à tous les partis qui sont donc autour de lui. Et leur dit non, elle fait bien le boulot, elle en a encore le droit. Plutôt que d'aller chercher quelqu'un, et là encore, ça aurait pu poser problème. Ça, parce que si on envoie quelqu'un de nouveau, ça peut être une personne très clivante, où on ne pourra pas s'entendre, qui va devenir finalement la pomme de discorde entre tous les partis de la mouvance présidentielle. C'est un choix sur ce point-là au moins qui peut être salué.
ne serait-ce que parce que c'est une personne aujourd'hui qui fait consensus, puisqu'elle est déjà au poste, tout le monde l'a déjà vu au poste. Elle a déjà occupé, elle est déjà là, elle est déjà installée. Donc pourquoi ne pas la laisser là tranquillement pour ne pas encore créer des histoires de leadership ou non c'est moi, non c'est lui, pourquoi on ne prend pas celui-ci, pourquoi. Et finalement, ça va devenir encore un autre problème. Et au-delà de ça, moi je pense que Mme Talata, aux côtés de Romuald Wardani, ça vient compenser un peu peut-être tout ce que la jeunesse n'a pas, et que Mme Talata peut avoir. Un jeune, c'est de la fougue, c'est comment on appelle, c'est beaucoup de dynamisme, c'est beaucoup d'allant, d'entrain. Il aura envie peut-être d'embrasser peut-être beaucoup trop de choses à la fois. Donc il y aura peut-être un manque de sagesse que Mme Talata va venir apporter du haut de son expérience politique, dans l'arène politique. Elle est là, quand même, ça fait un bon moment. Elle a déjà fait 5 ans aux côtés du président Talon. Donc ça aussi, ça compte. Et au-delà de ça encore, c'est une image aussi qui est envoyée. C'est peut-être un signal aussi qui est envoyé à la population béninoise. Regardez bien Mme Talata. C'est une femme qui représente ce que les femmes sont chez nous. Regardez très bien. C'est quelqu'un de plutôt réservé. Chez nous, je ne dis pas qu'on met les femmes en arrière, non. Ce n'est pas ça. Moi-même, je suis le premier féministe. Je n'ai que des filles. Oui, moi, j'aime dire aux filles, prenez la place, allez de l'avant. Mais Mme Talata représente ce que nous sommes. Disons clairement la vérité. Les femmes chez nous sont réservées. Quand vous allez dans les réunions de famille, on est là, on est tranquille, on attend. Pas que la femme n'a pas la voix au pupitre, mais elle va parler. Mais c'est au moment où on lui donne. Et puis, on sent que c'est Madame Talata, il y a ce calme-là, il y a cette réserve-là qui reflète. Je l'appelle sagesse. Voilà, qui reflète ce que la femme béninoise est. Voilà, c'est une femme mariée, c'est pas comme beaucoup de personnes qu'on peut observer qui se disent non, femme, je sais pas moi, battante, quoi. Mais c'est quelqu'un qui connaît, oui, c'est une femme qui ressemble à toutes les femmes béninoises. Et ça aussi, ça peut compter, voilà, ça peut compter, oui. Et le dernier aspect, elle vend le Bénin par son style d'habillement. Voilà quelque chose qui est très important aussi, voilà. Elle reflète véritablement le Bénin, toujours en pain tissé. C'est quelque chose qui est très bien aussi. Imaginez cette dame-là aller au-devant des dames. Je l'imagine dans nos campagnes les plus reculées, derrière Parakou quelque part, derrière Sakété, dans les zones les plus reculées. C'est une femme qui ressemble à ce que les autres femmes sont. Elle pourra leur parler de manière très directe. Voilà, moi aussi, j'ai mes réalités, j'ai mes enfants, j'ai ci, j'ai ça. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse parler du pays. Et donc à vous entendre, ce positionnement est très stratégique. Moi, je pense que c'est très stratégique. C'est un signal qui est envoyé non seulement à tous ceux qui pensent que M. Wardani est un peu trop jeune. Il y a déjà donc de la sagesse à côté. Mme Talata est là. Est-ce que les femmes... Mme Talata est là et elle est l'exemple même parfait, on va dire, de la femme béninoise. Donc ça marche. Je me retourne vers vous. Hugues Hector Zogo, vous avez entendu Oumar Aliandjou, mais en plus de vous prononcer sur... voilà comment vous appréciez ce duo, mais également, pourquoi, bon, c'est vrai, ce n'est pas vous qui avez décidé du lieu de l'investiture, mais pourquoi Parakou? Voilà ma deuxième question. Je voudrais remercier la discipline qui s'opère aujourd'hui au niveau de la mouvance présidentielle, parce que le choix en tant que patron de la mouvance, le choix de la mouvance le retour de Moïse à travers le bloc républicain, présidé donc par Abdoulaye Biokane, nous permet de comprendre qu'il n'y a pas en réalité de guerre de leadership entre les deux formations politiques, les deux premières formations politiques appartenant à la mouvance et qui ont valablement des députés à l'Assemblée nationale. C'est bien sûr la preuve de ce choix-là qui a été porté sur Madame Talata, qui se retrouve être vice-présidente de la République du Bénin. Aujourd'hui, ça fait exactement 4 ans, 3 mois et puis 21 jours qu'elle occupe ce poste-là. Très bien. Un poste qui a été créé et elle y a répondu favorablement. Le chef de l'État actuel n'a pas senti une certaine déception. Et donc, si, en voulant renouveler le poste, on l'attribue à une autre personnalité, ça voudrait dire que quelque part, elle aurait eu de limites dans l'exécution de sa fonction. Donc pour moi, sur le plan institutionnel, on peut laisser faire l'expérience par d'autres personnes, mais n'oubliez pas que nous sommes à une étape très importante où on est en train de valoriser l'image de la femme, surtout chez nous au Bénin. Et donc du coup... Mais les femmes, nous en avons beaucoup. Hein. Nous en avons suffisamment. Occuper ce poste. Nous en avons suffisamment. Mais celle qui a fait l'expérience pour la toute première fois,
est-ce qu'elle a comblé les attentes, non seulement sur le plan politique, mais également sur le plan institutionnel? Parce qu'au-delà du fait qu'on a un plan politique, nous avons aussi l'institution qu'elle incarne. Est-ce qu'à l'extérieur, le regard que l'on porte sur cette femme-là, c'est un regard qui donne du crédit au Bénin? Très bien. Regardez un peu, quand on analyse le mode de gouvernance du président Patrice Talon, il y a des choses sur lesquelles les compatriotes que nous sommes ne sont pas d'accord. Mais vous ne verrez pas le même regard critique porté sur cette personnalité de Madame Talata, par exemple. Ça voudrait dire que c'est une personnalité qui a du bémol dans la mise en application d'un certain nombre de dossiers d'État. Regardez les terrains, je vais dire les terrains chauds, sur lesquels on a eu un peu de difficultés avec nos pays frères et amis. Le dernier cas, c'est bien sûr le Gabon. Vous aviez vu la tension qui a existé entre le peuple gabonais. Bien sûr, et on a vu sa partition. Et on a vu sa partition. Il aura fallu qu'elle se déplace, qu'elle se rende au Gabon pour que ce qu'on aurait pu appeler une guerre Internet soit cessé en intervalle de 24 heures. Donc quand vous avez de pareilles figures et quand vous savez que vous aviez géré votre pays pratiquement sur 10 ans avec ce qu'on peut appeler les réformes, alors que les réformes ne font que créer des réfractaires, il vous faut forcément trouver une figure qui porte tout au moins la voie du consensus, la voie du respect et la voie du dialogue. Donc pour moi aujourd'hui, Madame Talata, elle est le choix non seulement idéal pour la formation qu'est le bloc républicain, mais également pour l'Union progressiste, le renouveau, et les 2 ou 3 autres formations qui se retrouvent également avec la mouvance. Quand je parle des 3 autres, je fais référence au Foscori pour un Bénin émergent, qui désormais s'aligne également sur le registre de la mouvance présidentielle dans notre pays. Donc c'est pour dire que déjà, son parcours, elle est enseignante, professeure de philosophie. La philosophie, vous savez ce que c'est? C'est cette science-là. Philosopher, c'est être en route. C'est cette science-là qui vous permet de développer au quotidien la notion de la sagesse. Et donc, philos de la sagesse. Donc, elle ne peut pas se retrouver à un poste aussi important et ne pas faire la valorisation. Preuve de sagesse. Et quand vous suivez un peu, il y a le volet social sur lequel on met bien souvent l'accent pour dire le président Patrice Talon, dans son programme d'action, n'évoque pas trop du social. Mais regardez un peu les différentes sorties de Madame Talata. Vous vous rendez compte qu'elle est toujours là à accompagner les organisations non gouvernementales sur des actions sociales. Donc pour moi, c'est un très bon choix. Maintenant, ça vient régler un autre problème, le problème de l'équilibre régional. On veut travailler à l'unité nationale dans notre pays. On a un président et on a le colistier. Et on souhaite quand même que l'équilibre régional se fasse. Le ministre d'État chargé à l'économie et aux finances de notre pays se retrouve aujourd'hui être du département du Mono, précisément de la région de l'Okossa. Et donc, ça fait une partie du Sud. Et si on doit encore chercher un autre candidat pour le porter colistier ou colistière, et que ce candidat-là se retrouve soit au niveau du Sud ou du Centre, c'est qu'on ne donne pas forcément... on ne renvoie pas à ce qu'on peut appeler l'État-nation. Donc pour moi, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui par la mouvance présidentielle, que ce soit par le bloc républicain, que ce soit par l'Union progressiste, le renouveau, que ce soit par Renaissance nationale, que ce soit par Mouel Bénin, et plus tard, pourquoi pas, avec les Foscori pour un Bénin émergent, c'est un signal important, le signal de l'État-nation. Nous demeurons tous frères et sœurs d'une même nation. Et d'ailleurs, notre loi fondamentale le stipule si bien. Le Bénin reste un et indivisible, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et pourquoi Parakou? Pourquoi Parakou? C'est un choix stratégique. Parakou, c'est quand même des barons de la politique de notre pays.
N'oubliez pas que, bien sûr, des barons. Des barons de la politique de notre pays. Qui sont les barons? Je vous donne Charles Toko, par exemple. J'ai oublié à Parakou. Quand vous prenez Charles Toko, c'est une grande figure politique de notre pays. Ah. Qui peut, c'est un journaliste, non? Journaliste de par le passé, mais il a énormément une assise politique. Quand vous prenez Rachid Badamassi, on peut tout dire de lui, mais il reste un baron de la politique au Bénin. Ah bon? Mais c'est des gens qui peuvent banalement travailler pour faire basculer le poids qu'incarne le président Boni Yayi. Ah bon? N'oubliez pas, le président Boni Yayi a servi notre pays pendant 10 ans. Et c'est quelqu'un qui se retrouve facilement avec la foule. On peut se permettre d'utiliser l'expression de cette manière-là. Et donc, quand vous avez un candidat, ou du moins, quand vous avez une personnalité du genre qui se retrouve être le président de la plus grande formation politique de l'opposition du pays, vous faites très attention. Parce que, n'oubliez pas, si jamais la mouvance présidentielle n'arrivait pas à avoir, par exemple, ne serait-ce que dans la région de Parakou, donc dans cette circonscription électorale-là, les 10% ou les 20% dont on est en train de parler, je vais parler précisément de 10% parce qu'ils vont se retrouver avec l'accord de gouvernance. Oui. Et donc, s'ils ne se retrouvaient pas à avoir 10%, ne serait-ce que dans cette circonscription électorale, ça voudrait dire que on va se retrouver au cœur du vide juridique. C'est une évidence dont on ne parle pas de plus en plus. Mais c'est un piège qui nous guette. Et donc, la mouvance présidentielle ne voulant pas qu'on aille vers le vide juridique et qu'on permette au président Patrice Talon de continuer par gouverner notre pays pour dire on reprend les élections, est en train de jouer toutes les cartes politiques pour que la formation politique de la mouvance parvienne à avoir suffisamment ce dont elle a besoin pour arriver à résoudre ce problème-là. Donc pour moi, c'est vous dire concrètement que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un jeu politique. Parakou, c'est la chasse gardée de l'opposition. Ce n'est pas aussi facile pour la mouvance de parvenir à gagner Parakou des mains de l'opposition. Bien qu'il y ait des leaders comme Charles Adambi, ce n'est pas pour rien, par exemple, que le Bloc républicain est revenu sur sa décision. Très bien. Pour permettre... Seydou Adambi ou Charles? Seydou Adambi, merci. Permettre à ce qu'il puisse se retrouver encore au cœur de l'appareil décisionnel du parti Bloc républicain. Donc, la mouvance a compris que le président Boni Yayi, quoi qu'on dise, reste un leader qui risque de faire très mal. Un leader politique à craindre. Un animal politique à craindre. À dribbler. À surveiller de près. À surveiller de près, pas à dribbler, parce que quand vous regardez la circonscription électorale de Parakou, ce que lui seul peut faire à travers une seule descente sur le terrain, ça va être... Bon, si je dis à dribbler, c'est pour ça qu'on organise l'investiture à Parakou. C'est une façon de dribbler. C'est stratégique. Je ne sais pas si c'est pour le dribbler. Ben bon, d'accord. Alors je me retourne vers vous. Je voudrais bien que vous vous prononcez par rapport à ce positionnement de l'investiture pour le 4 octobre à Parakou. Oui. Si vous avez suivi Hector Zouko, est-ce que vous êtes de son avis? Oui, partiellement. Déjà le 4 octobre, on est déjà une semaine comment on appelle, de la clôture, on va dire, enfin du dépôt de dossier pour donc les duos de présidents. C'est 10 octobre la limite. En tout cas, on a une semaine. On a une semaine de la date butoir. Donc, ce que je veux dire, le choix de Parakou pour moi, je pense que ça rentre dans le cadre de la volonté de la mouvance présidentielle d'avoir un ancrage national. Ça, c'est ce que moi, je veux voir d'abord. Parce qu'on aurait pu faire cela à Cotonou, où tout le monde se retrouve pratiquement, en tout cas, les grands responsables du pays se retrouvent pratiquement à Parakou. Pourquoi ne pas aller le faire au plus près donc, des populations, de l'intérieur également du pays? Bon, moi je me dis que c'est dans cette dynamique-là, l'ancrage national donc, de la mouvance présidentielle, pouvoir donc être proche de tout le monde à la fois. Avoir ce que, bon, le mot est très souvent utilisé, avoir une envergure, on va dire, nationale. Ne pas être seulement donc la mouvance qui se retrouve tout le temps à Cotonou. Moi, je pense que c'est important d'aller dans, peut-être, je crois même, la deuxième plus grande ville du pays. C'est très important pour donner aussi le signal aux populations, pas seulement de Parakou, mais de tout le pays, que, ben, écoutez, il n'y a pas que Cotonou, la mouvance présidentielle existe dans tout le Bénin, et la preuve, nous sommes là, c'est Parakou que nous avons choisi. C'est vrai qu'aujourd'hui, le président Boni Yayi, après 10 ans de gouvernance, il est très populaire. Populaire notamment dans Parakou et environ. Oui,
il est très populaire dans ces endroits-là. Oui. Peut-être que c'est aussi stratégique. Peut-être que c'est dans cette optique-là aussi, pour pouvoir donc dire, voilà, ils sont populaires peut-être, mais nous sommes là. Et nous, c'est le meilleur choix que... Tchaourou pour l'investiture. Pour l'investiture. Ça va ressembler à de la provocation. Non, pourquoi pas? Pourquoi ça devrait ressembler à la provocation? Non, ils auraient pu choisir quelque part aussi dans le Koufo. Oui. Pour aller rester, ils auraient pu partir à Sakété chez moi pour aller faire cette investiture. Moi, ce que je veux voir, c'est surtout cet ancrage national-là. Tout ne se fait pas à Cotonou. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, c'est ça que moi, je vois en premier. Et pour moi, je pense que c'est très important que tous les partis aussi puissent faire de même, aller dans les autres contrées, aller au contact véritablement des populations, ne pas rester seulement à Cotonou et faire donc des adresses via donc, les réseaux sociaux, via donc, les médias et dire, voilà, on est au contact des populations. Je pense qu'il faut aller véritablement faire... Enfin, dans tous les cas, c'est la pré-campagne qui commence. Ça, c'est ce que moi, je veux voir aussi là. Oui, on mobilise du monde, on essaie, voilà, petit à petit, voilà, nous sommes présents, chacun essaie d'occuper le terrain comme il veut. Donc, le choix de Parakou, je le mets dans ce sens-là. Maintenant, l'autre aspect où on dit le choix de Madame Talata, il faut l'équilibre régional. Vous connaissez un peu, moi, mon avis par rapport à ces choses-là. Parce que je connais les conséquences de ces choses-là, où on commence à diviser le pays en termes de comment on appelle? De nord et sud. De nord, de sud, de l'est, de l'ouest, de tribus, de ci, de... Non. Moi, je dans ce schéma. Moi, je n'aime pas ce schéma. J'aime qu'on voit le Béninois en tant que Béninois tout court. C'est vrai que c'est une réalité béninoise. Mais il faut commencer à corriger cet aspect-là. Parce que ça a des conséquences très graves. Et ces conséquences-là, on les connaît. On sait où, dans tous ces pays où les gens ont mis ces choses-là en avant, on sait ce que ça a donné. Oui, moi, je veux qu'on me dise, Moïse Agua, journaliste béninois, compétent. Point final, ça me va. Pourquoi vous voulez me dire que non, c'est un mari? Pourquoi vous voulez me dire que non, il est de Aguagon? Pourquoi vous voulez me dire qu'il est du centre, il est des collines? Pourquoi? Moi, personnellement, je ne veux pas ça. On peut le dire dans des contextes bien précis. Ça, c'est... Mais, bon, je conseille à tous ceux qui le disent, hein, ce n'est pas que je leur reproche, mais je dis juste à mon avis. Je dis que c'est une réalité aujourd'hui, mais moi, j'aurais tant aimé qu'on arrive à corriger ça. Beaucoup seront d'accord avec vous, parce que parfois, quand ils demandent aux gens, vous êtes d'où? Ils disent, je suis du Bénin. Voilà. Ils ne veulent pas dire, je suis de Ouïa. Il y a des gens qui vont très loin et qui vous disent, non, moi, je suis africain. Non, moi, je suis africain. Si tu insistes, je vais te dire, ok, je suis africain du Bénin. Voilà. C'est une manière de dire... Arrêtons, enfin ça c'est moi, c'est ces histoires d'équilibre. De parler d'équilibre régional. Moi personnellement ça me gêne. Mais on en a fait, on en a fait de trop. Oui c'est ça, c'est la réalité. Même dans les concours on pouvait donc donner un certain nombre de places aux gens du nord, du centre, du sud. Voilà l'une des conséquences. Oui, voilà l'une des conséquences. Si par exemple c'est le fils de Tchoumi Tchoumi qui est l'homme peut-être qui a gagné le concours, mais parce que tout simplement, ça se faisait avant, parce que tout simplement il faut cet équilibre régional qu'on a commencé à mettre en place au niveau de la politique. Pourquoi est-ce que je dénonce ça? Il faut qu'on comprenne pourquoi je dénonce. Vous savez, qui sont ceux qui dirigent le pays? Disons-le clairement. Ce sont ces hommes politiques-là. Ce sont ces gens qui militent dans les partis politiques. Donc ce sont les pratiques qu'ils ont là-bas qui ramènent finalement aussi, dès qu'ils sont élus, dès qu'ils ont le pouvoir d'État, dès qu'ils arrivent à conquérir le pouvoir d'État, dès qu'ils veulent gouverner, ces mêmes pratiques-là, ils les ramènent finalement là-bas. Très bien. Donc c'est la raison pour laquelle moi je dénonce un tout petit peu ces choses-là. Mais bon, je ne dis pas que ce n'est pas c'est une réalité. C'est une réalité qui date de longtemps. Oui, de très longtemps. Il y a un ministère qui a été occupé par un ministre et puis c'est les gens de sa région. Partout, même dans l'escalier, on parle la langue locale de cette région. Et puis... Voilà les inconvénients, voilà les conséquences. C'est comme ça. Ça commence tout doucement et ça finit comme ça. Et c'est pourquoi moi je dénonce un tout petit peu cet aspect-là. Moi je ne veux pas voir Madame Talata comme quelque chose du Nord. Moi je refuse cet aspect. Moi ça c'est hommage. Je le refuse. Pourquoi? Vous avez donné quelques inconvénients. Il y a des inconvénients encore plus graves. Oui, il y a des inconvénients encore plus graves. Donc moi je dis, un Béninois est un Béninois quand il veut gouverner, quand il veut avoir donc une place dans l'arène politique, regardons juste ses compétences. Très bien. Il est d'Aguagon, ce n'est pas bien grave. C'est Moïse Agua. Il est compétent journaliste ou pas,
essentiel, c'est fini. Bon, c'est un peu ça, comme ça que je vois. Merci. Mais bon, merci pour ces fleurs. Non, c'est pas des fleurs. Omar et Hugues Zogo, vous allez rapidement réagir par rapport, à ce point de vue de Omar qui pense qu'il ne faudrait pas voir la chose comme un clivage nord-sud, mais plutôt il faut savoir que c'est des fils du Bénin qui ont été positionnés. Est-ce que quel regard vous portez sur son analyse? J'aurais quand même, avant de réagir, faire savoir que Parakou se retrouve être aujourd'hui la 4e grande ville du Bénin. Ah d'accord, merci beaucoup. D'accord, vous en avez parlé, moi j'ai pas dit deuxième ville. Ah d'accord. Peut-être que je me trompe. Deuxième ville, c'est où? C'est Boycon, c'est où? La deuxième ville, on se retrouve être à Calavi, parce qu'on a Cotonou, qui est la toute première. Calavi, avec Calavi qui est devenu... Calavi, c'est pratiquement Cotonou. Une ville à statut particulier, oui, désormais. D'accord, et après, troisième peut-être... Porte-Novo. Porte-Novo, donc Parakou est c'est important de savoir ces choses. Exactement. On apprend un peu plus, on en apprend également à beaucoup qui nous suivent. Exactement. Je voudrais quand même ne pas trop m'attarder sur la question du clivage. Parce que c'est une question... C'est une réalité, mais c'est une question assez sensible. Là où on est aujourd'hui, ce sur quoi nous devons plus accentuer nos réflexions, c'est bien sûr l'unité nationale. Et c'est en cela que j'ai fait référence à notre loi fondamentale qui stipule que le Bénin reste un et indivisible. C'est ce que nous devions pouvoir mettre dans la conscience collective des uns et des autres. Soit, il faut quand même reconnaître que nous avons les différentes régions de notre pays qui sont scindées par département. Ça aussi, c'est pour pouvoir respecter les peuples. C'est pour pouvoir respecter la sociologie des communautés. Donc, c'est des faits sur lesquels on ne peut, en réalité, pas passer inaperçu. On est obligé de revenir. Madame Talata, se retrouvant de Bembereke, c'est une très bonne note, par exemple, pour nos compatriotes qui sont à Bembereke, de savoir qu'une des leurs se retrouve à un poste aussi stratégique. De vous à moi, combien ne sommes-nous pas à pouvoir prendre notre téléphone, à pouvoir dire, est-ce que vous connaissez quelqu'un de notre région? Nous sommes en train d'avoir des blocages institutionnels par rapport à tel dossier. C'est des faits, c'est des réalités. Et pourtant, nous appartenons à la même nation, nous appartenons au même pays. Donc pour moi... on va travailler, c'est une parenthèse, on va travailler encore à être une nation. Parce qu'en fait, être une nation, c'est cela. C'est d'ailleurs c'est de dire, je ne suis pas d'ici, je ne suis pas de là. Voilà, je me trompe. C'est bien pour ça que... C'est peut-être même le plan le plus affectif qu'on peut donner à un pays, la nation. Et c'est là où je suis complètement d'accord avec toi quand il parle de la sociologie qu'il faut respecter. Je suis complètement d'accord. Mais ce que moi je refuse en fait, peut-être pour mieux me faire comprendre, c'est ériger l'équilibre régional comme une règle dans la politique. Ça, c'est ce que je dénonce. Mais par contre, dans la gouvernance, pour que tout le monde, pour que les fruits, tout ce que le pays va engranger comme fruits quand les autorités vont gouverner, qu'on puisse le repartager de manière équitable à tout le monde. C'est tout à fait normal. Parce que quand on va dans une société, il faut savoir comment est-ce que les gens se comportent. Ça, je suis d'accord avec cet aspect-là. Voilà, l'équilibre sociologique et toutes ces choses. Mais sur le plan politique, ce n'est pas une règle où pour dire, non, si c'est le fils de Bembereke qui est bien, vous avez fait une très belle démonstration quand vous avez parlé de Madame Talata. J'étais tellement émerveillé quand vous parlez de sa manière d'incarner donc la constitution que représente aujourd'hui, l'institution que représente aujourd'hui la vice-présidence. Oui. Mais vous avez dit des choses très intéressantes et ça, j'en étais émerveillé. J'ai dit que c'était une très belle analyse qu'il était en train de faire. Mais bon, par contre, sur l'autre, moi je me dis, sur le plan politique, faisons attention. Maintenant, quand on va dans la gouvernance, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas prendre les peuples tels qu'ils sont, les cultures telles qu'elles sont. Je suis d'accord. Oui, je vais dire un truc qui va vous paraître bizarre, oui. Mais à la limite, c'est une prophétie. À la limite, c'est une prophétie. Regardez, je ne le suis pas. Mais c'est des indices qui me permettent de dire, nous risquons de l'avoir. C'est quoi? Prenez le ministre d'État chargé des Finances, qui aujourd'hui se retrouve dans la posture de présidentiable. Il est de la région de l'Okossa, donc du département du Mono. Les Béninois, d'accord, les Béninois
pour la quasi-totalité, travaillent aujourd'hui à avoir un ami du département du Mono. Vous savez le pourquoi? Ça, c'est extraordinaire. Oui, vous savez le pourquoi? Non. Parce qu'il se dit, le pouvoir appartient désormais à telle région. En fait, c'est ce qui non, c'est une réalité, je suis complètement d'accord, mais c'est malheureux, quoi. Mais là où les gens seront surpris... Est-ce que ça devient un instinct? Exactement. Et là où ça va être... C'est là où je parle de prophétie. Là où les gens seront surpris, pour le ministre d'État que je connais là, en tout cas, pour le peu qu'il a pu faire à la tête de ce département, en tant que ministre des Finances, pour la rigueur qu'on lui connaît, ses frères, quand je mets frères, je mets ça entre griffes parce que nous sommes également ses frères en tant que Béninois. Donc ses frères de région, comme ils de région, merci, ses frères de région, comme ils avaient dit, qui pensent aujourd'hui que le pouvoir sera dans leurs mains une fois qu'ils seraient élus, ils seront déçus. Comme beaucoup, hier, ayant travaillé avec Patrice Talon, avec des dossiers de compromission, s'attendant à ce que Patrice Talon, président de la République, puisse continuer par faire la même chose avec eux, se sont retrouvés déçus. Très bien. C'est la même chose, c'est l'histoire qui va se répéter avec le ministre d'État. J'en suis convaincu. Donc, parce que déjà quand... dit que ceux qui s'empressent pour se faire des amis, de l'Okosa, du moment du Koufou. Allez, merci pour ces analyses, mais bon, je sais que vous en avez plus à dire, mais on va rapidement glisser vers un autre sujet. Vous en avez dit suffisamment. Merci pour vos démonstrations. Quand même, l'on apprend ce matin que face aux revendications de l'opposition sur le quitus fiscal, que la DGI joue la carte de l'apaisement du climat politique. C'est vrai que les démocrates ont effectué cette sortie-là et puis ont dénoncé le fait qu'on demande dans le formulaire pour quelle élection voulez-vous le quitus fiscal. Et puis, quelques jours après, voilà ce que l'on apprend. La DGI, est-ce vraiment... vous êtes d'avis avec Fraternité et les autres quotidiens qui ont donc trouvé que c'est la carte de l'apaisement. Et comment appréciez-vous cette, je vais dire, comment je vais dire, je vais appeler ça prise en compte des revendications de l'opposition. Qu'est-ce que ça annonce? Je vais aborder trois petits aspects. Rapidement, avec le temps. Le tout premier, m'intéresser aux jeunes aujourd'hui qui communiquent autour des actions de la mouvance présidentielle. Pourquoi? Quand les démocrates ont fait leur sortie, parce qu'ils ont fait sortir un communiqué, après... Ils ont fait un point de presse. Exactement. Après, il y a eu le point de presse et même l'audience qui était demandée qu'on ne savait à la DGI, en réalité pas. Ah, il y a eu une audience. Oui, la DGI les a reçus, une délégation des démocrates. D'accord, très bien. Et donc, la plupart de ces jeunes-là qui communiquent pour la mouvance trouvaient que l'opposition n'avait pas raison d'évoquer un aspect du genre. Elle en faisait du trop. Et qu'elle en faisait du trop. Et j'évoque ça pour dire, oui, c'est vrai, vous appartenez à un groupe de communication. Je le dis de cette manière-là. Mais faites beaucoup attention quand pour savoir raison garder. Pour savoir raison garder, parce que vous avez aussi votre dignité humaine à préserver. Malheureusement, quand c'est quelqu'un de l'opposition qui prend la parole, tout de suite, ce qu'il faut faire, c'est de l'abattre. Il faut l'abattre. On ne cherche plus à apprécier si ce qui se dit, en fait, il y a de la vérité dedans. Est-ce que, si vous étiez à la place de ces acteurs-là, vous auriez préféré qu'effectivement, on puisse laisser les choses aller de cette manière ou pas? Dans un régime démocratique, on a l'opposition et on a la mouvance. C'est consacré ainsi. C'est une... En fait, un régime démocratique, ce n'est pas que de la mouvance, ce n'est pas que de l'opposition. Ce sont les deux de pair. D'accord. Et donc, pour moi, c'est le premier aspect. Mais il y a plusieurs courants politiques. Le deuxième aspect, tout à fait. Le deuxième aspect sur lequel je voulais me prononcer, c'est remercier le directeur général des impôts. Oui. C'est audacieux ce qu'il a fait. Monsieur Nicolas Yanoussi. C'est audacieux ce qu'il a fait. Ça aurait pu lui coûter son poste. Juste là, on ne sait pas également, on ne sait réellement pas tout ce qu'il y a comme dessous par rapport à cette visite-là qu'il a, cette audience-là qu'il a accordée. C'est une façon de prendre de la hauteur. C'est de la hauteur. Mais si vous n'êtes pas un patriote, vous n'êtes pas un citoyen patriote, ce n'est pas évident que vous puissiez le faire. Si vous n'êtes pas un citoyen épris de paix,
Si vous Je n'avez peux le dire pas- ainsi. Je peux le dire ainsi. Si vous n'avez pas le sens de la liberté, si vous n'avez pas le sens de la responsabilité, si vous n'avez pas le sens de la bonne gouvernance, ce n'est pas évident. Mais c'est ce que veut le président, Patrice Talon. Le président le veut, mais sur le plan politique, qu'est-ce que ça coûte à la mouvance? D'accord, je comprends. C'est ça. Le simple fait de recevoir en audience les démocrates et de leur donner raison, ça fait une faiblesse de l'administration. Et donc la mouvance... Mais ça n'est pas une... Non, ça fait une faiblesse. Donc la mouvance, de par sa position, des acteurs au niveau de la mouvance pour dire, mais, Monsieur le Président, regardez Monsieur Nicolas Yanoussi, il met la mouvance en difficulté. Dès que vous entendez ça, à la veille des élections, d'enjeux comme les élections présidentielles, vous pouvez demander à votre ministre de sauter ce directeur général. Mais est-ce le cas? Est-ce réellement il met la mouvance en difficulté? Non, moi je ne fais pas des lectures. Non, c'est pour vous dire, oui, vous avez dit, ils vont dire. Mais vous, en tant qu'analyste politique... Non, ça ne met pas... C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais en réalité, c'est un point pour l'opposition. Parce que l'opposition vient de démontrer que cet outil-là aurait pu être un outil politique. Oui, mais aussi Heureusement un outil de conflit. Oui. Et un outil de conflit. Oui. Heureusement que l'administration s'est mise au-dessus de la mêlée pour ramener, comme vous l'aviez dit, la balle à terre. Et donc c'est en cela que je remercie le directeur général des impôts et les cadres qui ont travaillé, parce qu'un directeur général, il a aussi besoin d'un conseiller susceptible de lui dire, monsieur le directeur, attention, si vous ne le faites pas de cette manière, vous risquez d'avoir le peuple au dos. Donc je remercie tous ces cadres-là qui ont travaillé pour que le calme soit revenu. Très bien. Troisième chose, pour finir rapidement, je pense que l'opposition doit encore remonter au créneau. Pourquoi? Remonter au créneau pour expliquer davantage l'environnement dans lequel la direction générale des impôts a pu les recevoir, la satisfaction qu'ils ont pu avoir. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle... Vous voulez les appeler à la reconnaissance? La reconnaissance. Ils sont dans un droit. On n'a pas besoin. C'est un droit. Ils sont dans un droit. Donc, on ne va pas remercier pour ça. Le problème, c'est qu'ils se sont retrouvés aussi dans des droits à l'Assemblée nationale et bien que députés, ces droits ne leur ont pas été accordés. Ah bon? À plusieurs égards, il y a eu plusieurs dossiers. Il y a par exemple, comment on appelle, des interpellations du gouvernement. Et sur ces dossiers-là, ils n'ont pas eu suite. À un moment donné, ils sont sortis pour dire... Ils ont fait la politique de la chaise vide. Ils sont sortis pour dire le président de l'Assemblée nationale n'a pas programmé les dossiers. Et donc, quand vous le dites, quand ça ne va pas, dès que c'est bon, il faut le dire. C'est de l'honnêteté intellectuelle. Donc pour moi, cette démarche-là doit pouvoir aussi se faire. Ça participe à la crédibilité du processus. Parce que ceux qui sont à l'extérieur nous observent. Comment est-ce que ça se passe au Bénin? À un moment donné, ils ont décrié un fait. Ils veulent pas tel aspect au processus du quitus fiscal. L'administration fiscale les a reçus. Ça a été une décision prise. Maintenant qu'ils remontent encore au créneau pour dire, oui, chez nous au Bénin, quand nous dénonçons les choses, l'administration reconnaît ses erreurs et nous rétablit dans nos droits. Ça va se faire peut-être. Oumar, je sais que vous piaffez dans oui, envie de parler. Je vous laisse parler. Je vous laisse la parole. Hector a dit quelque chose d'essentiel. Quel signe dénote, comment dire, cette prise en compte des revendications entre griffes du Parti Les Démocrates, pas la DGI. Tout a déjà été dit. Dans le cadre des élections générales de 2026. Tout a déjà été dit. Mais je vais me permettre de revenir sur un premier aspect tout d'abord. L'aspect de M. Nicolas Yanoussi lui-même. Parce que Hector en a parlé. Il a dit dans un français impeccable. Moi, je vais embrayer dans la même verve, peut-être dans un français un peu plus facile, pour que les Béninois puissent comprendre. Quand Mori Agua me nomme, Ouma, reste là, je te désigne comme celui qui va faire ci, qui va faire ça. Qu'est-ce que j'aurais tendance à faire? À être reconnaissant, à tout le temps, à être un béni oui-oui. Un béni oui-oui. Et dès que l'ennemi ou bien quelqu'un qui est peut-être un petit différent avec Mori Agua vient, oui, c'est lui, il est un peu contre Mori Agua. Donc, à partir de maintenant, Ouma va se refermer. Non, on ne les écoute pas, laissez-les, je ne veux rien savoir d'eux. Il aurait pu réagir comme ça pour montrer toujours sa reconnaissance au chef de l'État, pour dire non, monsieur le Président, vous voyez, moi je respecte tout ce que vous avez dit. Si ces gens-là
mais peut-être qu'il n'a pas pris une décision aussi unilatérale. Hein. Oui, peut-être qu'il n'a pas il a consulté le staff de la DGI et tout ça. Ça, c'est la moindre des choses. On ne reste pas à ce niveau-là. Il y a des gens éclairés autour de lui. Lui-même, il est éclairé. Quand on occupe un tel poste dans l'administration, on ne peut pas prendre des décisions tout le temps de manière unilatérale. Il faut consulter également tous ceux qui sont entourage. Son entourage. Donc, c'est un grand sens de responsabilité qu'il a eu. C'est un sens de l'amour de la patrie également, l'amour de la paix également. Ça, je tiens à le dire, c'est quelque chose d'essentiel qu'il a eu à faire. Ça, c'est la première des choses. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que il faudrait que tout le monde comprenne également, finalement, que l'opposition n'est pas là pour être opposition comme ça seulement, pour critiquer. L'opposition est là pour jouer le rôle de contre-pouvoir. Et c'est essentiel. Et ils ont joué ce rôle-là. On a vu ce que ça donnait. Parce que le problème qui était posé, c'est quoi? C'est que ça risquait finalement de créer quoi? D'empêcher les gens d'avoir leur justice fiscale. Oui. Puisque vous leur posez des questions, alors que peut-être, eux, ils veulent même avoir simplement le document pour autre chose, d'abord, avant que même comment on appelle l'élection. Oui, n'importe qui peut demander un cursus fiscal. Oui. Ça, c'est un premier élément. Vous voulez aller auprès de votre parti pour avoir des documents bien complets pour aller maintenant et convaincre peut-être les responsables de votre parti. Vous lui demandez tout de suite, tant qu'il ne dit pas pour quelle élection il y va. Il n'est même pas encore su lui-même. Il ne sait pas pourquoi est-ce qu'on va le positionner. Mais on lui demande ça d'abord. Comment voulez-vous qu'il fasse? Ça allait devenir finalement, comment on appelle, un problème, un objet qui va devenir finalement chrysogène. Ça va couver tout doucement et finalement ça va éclater comme une crise. Absolument. Donc, je suis complètement d'accord. Ça, c'est un premier abcès. L'opposition a joué son rôle de contre-pouvoir et ça marchait parfaitement. Les autres les ont écoutés. Et on a pu régler le problème. C'est ce que nous souhaitons dans une république. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que en prenant cette décision-là, vu le contexte actuel, on l'a dit, on l'a répété, mais vu le contexte actuel, il est bon de réagir ainsi pour calmer tout le monde, pour apporter ce climat-là de paix et de confiance sur le plan politique et de confiance également en nos institutions. Oui, et de confiance également en nos institutions. Parce que ce que dénonce la plupart du temps aussi l'opposition, c'est qu'on a l'impression que les institutions sont complètement inféodées au pouvoir. Donc, c'est la preuve aujourd'hui que l'opposition peut critiquer et on va donc écouter ce que cette opposition a dit. Et donc, sur ce plan-là, moi, je pense que la DGI vient de faire quelque chose d'exceptionnel. C'est à mon avis quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, est-ce que le fait que la DGI les a reçus, on doit encore aller sur la place publique pour dire que non, moi, je pense que c'est un droit. Ils ne sont pas obligés. S'ils veulent, c'est bon, peut-être pour la transparence, pour apaiser tout le monde, et ajouter un petit plus encore dans ce climat de paix dont tout le monde rêve. C'est bon aussi. Mais sinon, normalement, ils sont dans leur droit. Ils ont réclamé quelque chose qui était quelque chose qu'on peut leur concéder et on le leur a concédé. Et moi, je pense que c'est bon aussi pour le reste donc, du processus, pour que tout le processus se passe dans ce climat de paix dont tout le monde rêve. Merci Oumar Deyandjou. Je ne sais pas si vous avez une petite seconde pour ajouter quelque chose. Non. D'accord. Bon. Oh, c'est super. Ah ben c'est super, mais les gens ont changé là. Ça me plaît bien. Ah ben voilà. Merci pour tout ce que vous avez apporté sur ce plateau. Hugues Hector Zogo. C'est moi qui vous remercie. Oumar Deyandjou. Tout le plaisir a été pour moi. Je sais que le plaisir a été également du côté des téléspectateurs et des auditeurs qui ont suivi vos analyses, qui ont aussi leur opinion, ça leur donne des idées et le débat continue à la maison, dans les bureaux, dans les voitures. C'est juste l'éclairage que nous faisons. Chacun peut se faire sur l'opinion qu'il veut. Tout à fait. Et bien que les choses continuent ainsi et que les vraies décisions soient prises, comme l'a fait le directeur général des impôts, pour donc l'apaisement vers les élections de 2026 et qu'à la fin, tout le Bénin soit applaudi, respecté, imité par d'autres pays. Alors,